Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet omniprésent mais souvent invisible, les biais dans les algorithmes. Ils façonnent discrètement nos vies, des recommandations en ligne aux décisions financières ou même de santé. Tout à fait. Nos sources, elles nous donnent une vue d'ensemble assez complète des enjeux. Notre mission, comprendre d'où viennent ces biais, comment ils nous affectent, et puis explorer un peu les pistes pour les atténuer. C'est ça, voir ce qu'on peut faire. Allons-y. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend exactement par biais algorithmique ? Ce n'est pas simplement une erreur de calcul ponctuelle, si je comprends bien les sources. Non, pas du tout. On parle de quelque chose de plus ancré, de plus systémique. Exactement. Il s'agit d'erreurs systématiques qui produisent des résultats qu'on considère injustes ou discriminatoires. D'accord. Souvent, comme le soulignent plusieurs documents, ces systèmes, en fait, ils ne font qu'amplifier les préjugés qui existent déjà, socio-économiques, ethniques, de genre. Ils reflètent la société, en quelque sorte. Voilà. Et ce n'est pas seulement un problème de données. Attention. La manière même dont l'algorithme est conçu, dont il est optimisé, ça peut introduire ou renforcer un biais. Et un point qui est assez frappant dans les sources, c'est l'effet d'échelle. Un biais humain, bon, il a une portée limitée. Mais un biais algorithmique, Oui. il peut être industrialisé, c'est le terme employé, et toucher potentiellement des millions de personnes de manière standardisée. Industrialiser le biais. L'expression est forte, c'est vrai. Si on regarde les causes, alors les données d'entraînement sont souvent pointées du doigt, n'est-ce pas ? Oui, c'est une source majeure. Les données peuvent manquer de représentativité, par exemple. Ne pas inclure équitablement tous les groupes. Elles peuvent aussi encapsuler des discriminations historiques. L'exemple qui revient tout le temps, c'est l'IA de recrutement d'Amazon. Ah oui, celle qui pénalisa les femmes. C'est ça. Parce qu'elle était entraînée sur des CV qui étaient majoritairement masculins dans le passé. Donc elle a appris ce biais. D'accord. Et puis il y a un autre mécanisme, plus subtil, l'utilisation de ce qu'on appelle les variables proxy. C'est-à-dire ? Des informations qui ont l'air neutres, comme le code postal ou l'historique de navigation. Mais en fait, elles sont si fortement corrélées à des caractéristiques sensibles, comme l'origine ethnique par exemple, que même si on retire la caractéristique sensible directe, le genre, l'ethnie, le système peut quand même discriminer indirectement via ces proxys. Donc même en essayant d'être neutre sur une variable précise, le biais peut s'infiltrer par la bande, quoi ? Via d'autres données. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Tout à fait. Mais les sources indiquent que le problème ne vient pas que des données, c'est ça ? Effectivement. Les choix faits lors de la conception sont cruciaux. Par exemple, si on optimise un algorithme uniquement pour la précision globale, ça peut, paradoxalement, dégrader sa performance pour des groupes minoritaires spécifiques. D'accord, donc viser le mieux pour tous peut nuire à certains. Ça, c'est un peu ça. La sélection des caractéristiques pertinentes, ce qu'on appelle le feature engineering, c'est aussi une étape critique. Et puis, il y a les biais inconscients des développeurs eux-mêmes. Ah oui. Oui, ça peut s'immiscer dans le processus. D'ailleurs, plusieurs sources notent que le manque de diversité dans les équipes de développement, ça peut aggraver ce risque. Logique. Et puis, l'arrivée de l'IA générative, ça soulève aussi de nouvelles questions sur la potentielle amplification des stéréotypes culturels. C'est encore un autre défi. On a mentionné Amazon. Est-ce que les sources donnent d'autres exemples concrets de ces impacts pour qu'on se représente bien les choses ? Oui, plusieurs cas sont documentés. La technologie de reconnaissance faciale, par exemple, elle montre souvent des taux d'erreur plus élevés pour les femmes et les personnes à la peau foncée. Pourquoi ça ? Probablement parce qu'elle a été entraînée sur des jeux de données moins diversifiés, qui sous-représentaient ces groupes. D'accord. Dans la justice pénale, aux États-Unis, il y a l'algorithme Compass, préconnu, utilisé pour évaluer le risque de récidive. Oui. Il a montré des taux de faux positifs, c'est-à-dire prédire une récidive qui n'aura pas lieu, bien plus haut pour les personnes noires que pour les personnes blanches. Ah oui, quand même. Et en santé, un autre exemple cité, c'est un algorithme très utilisé qui sous-estimait les besoins de santé des patients noirs, comparés aux patients blancs avec des pathologies similaires. Et comment c'est possible ? Parce qu'il utilisait les dépenses de santé passées comme indicateur des besoins futurs, Oui. sans tenir compte des inégalités d'accès aux soins qui existaient déjà. Donc, il reproduisait l'inégalité. Ces exemples montrent bien l'ampleur du problème, effectivement. Face à ça, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle stratégie les sources proposent pour atténuer ces biais ? L'approche doit être multiniveau, Il n'y a pas de solution miracle. D'abord, faut améliorer les données. C'est la base. Oui. En collecter de plus représentatives, les diversifier. Ou utiliser des techniques statistiques comme le rééchantillonnage. On parle par exemple de SMOT, une technique qui aide à équilibrer les jeux de données. D'accord. Ensuite, on peut ajuster les modèles eux-mêmes.
Utiliser des techniques comme MINDIF, par exemple, qui intègrent des objectifs d'équité directement dans l'apprentissage. Intéressant. Il y a aussi l'idée du fairness by design, c'est-à-dire penser à l'équité dès le début du projet, avant même d'écrire une ligne de code. Une approche préventive, en somme. Voilà. Et l'humain reste central, bien sûr. Avoir des équipes de développement plus diverses, mettre en place une supervision humaine continue, plus de transparence sur comment les systèmes fonctionnent, et des audits réguliers. Des audits. Oui. Facilités par des outils open source comme Fairlearn ou Equitas. Oui. Ils fournissent des métriques pour évaluer différents types de biais. Et enfin, la réglementation. Le RGPD, l'AI Act européen, Exactement. il pousse aussi à plus de transparence et d'évaluation des risques, surtout pour les systèmes dits à haut risque. Ça fait beaucoup de pistes, effectivement. Une question qui revient souvent dans les sources, c'est celle du compromis potentiel entre l'équité et la performance pure, la précision de l'algo. Est-ce que c'est un dilemme inévitable? Ah, c'est un débat technique et sociétal majeur, ça. Très présent dans les documents. Les sources montrent qu'optimiser uniquement pour la précision globale, bah oui, ça peut effectivement réduire la performance ou l'équité pour certains sous-groupes. Mhm. D'ailleurs, définir ce que c'est l'équité dans un contexte algorithmique, c'est déjà un défi en soi. Il existe différentes définitions mathématiques. Comme quoi, par exemple? Est-ce qu'on cherche l'égalité des résultats entre groupes Mhm. ou l'égalité des taux d'erreur? Le choix pertinent dépend vraiment du contexte d'application et des valeurs qu'on veut privilégier. Donc ce n'est pas juste technique. Non, ça renvoie à des choix de société sur ce qu'on considère comme juste. C'est fondamentalement éthique. Le biais algorithmique, ce n'est pas une simple erreur technique, mais un phénomène socio-technique complexe qui peut refléter et même amplifier les inégalités qui existent déjà. C'est une bonne synthèse, oui. Heureusement, des stratégies techniques, organisationnelles et réglementaires émergent pour y faire face. Tout à fait. Et la perspective évolue, d'ailleurs. Au-delà de simplement éviter les biais négatifs, certaines recherches explorent même comment l'IA pourrait être utilisée de manière proactive C'est-à-dire, pour identifier et peut-être même aider à corriger certaines inégalités structurelles présentes dans la société. Utiliser l'outil pour réparer, en quelque sorte. voilà, qui ouvre une autre dimension, c'est intéressant. Pour finir, une réflexion que ces sources inspirent. Si la définition même de l'équité et ses différentes métriques techniques peuvent varier, voire entrer en conflit selon le contexte ou les groupes concernés, comment on peut imaginer et construire des systèmes d'IA potentiellement déployés à l'échelle mondiale qui arrivent à naviguer ces tensions complexes et à être largement acceptés comme justes? C'est la grande question. Une question ouverte pour la suite. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.